Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission, un numéro qui nous conduira au Sénégal où le président de la République Macky Sall a annoncé, on se souvient en mars dernier, qu'il compte soumettre en 2016 à un référendum la question de la réduction de son mandat de 7 à 5 ans pour organiser l'élection présidentielle en 2017 au lieu de 2019. Une initiative qui est loin de faire l'unanimité au sein de son propre parti, même si l'idée réjouit sous d'autres cieux certains qui semblent voir en Macky Sall une exception sur un continent où la règle a été souvent de s'accrocher au pouvoir. Mais le chef de l'État sénégalais pourra-t-il aller jusqu'au bout de cette initiative ? On en parlera dans la première et la deuxième partie du débat. On parlera également économie en deuxième quart d'heure de Sika Infomag. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le flash d'information. Marie-Odette Lorouillon, l'influente responsable des femmes du FPI arrêtée pour trouble à l'ordre public, a été libérée jeudi après 6 jours de détention. L'arrestation de Marie-Odette Lorouillon, numéro 2 des femmes du FPI après Simone Gbagbo, est liée au conflit fratricide qui déchire le FPI. Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a demandé jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies d'accentuer la pression sur les rebelles du nord du Mali qui font toujours barrage à l'accord de paix d'Alger. Il a notamment invité le Conseil à adopter des sanctions si cela est nécessaire. Les Somaliens vivant au Kenya sont également victimes de la fermeture par les autorités kenyanes des compagnies de transfert d'argent. En l'absence de système bancaire en Somalie, ces transferts sont le seul moyen pour les Somaliens de recevoir l'aide financière de leurs proches à l'étranger. C'était une promesse de campagne électorale. Il l'a réitéré une fois au pouvoir. Macky Sall a promis de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans au Sénégal. Cette modification concernant un mandat déjà entamé devrait passer par voie référendaire après avis du Conseil constitutionnel. Mais dans son propre camp politique, plusieurs cadres affichent ouvertement leur opposition. C'est le cas, par exemple, du porte-parole du gouvernement, Maître Oumar Youm, qui pense que sur le plan économique, politique et même constitutionnel, cette réforme n'est pas justifiable. Entre promesses électorales et réalité du pouvoir, Macky Sall saura-t-il aller jusqu'au bout de cette initiative? Cette promesse est-elle en train de devenir un os au travers de la gorge du chef de l'État sénégalais? Quels sont les risques auxquels il s'expose en réduisant ou non la durée de son mandat en cours? Eh bien, nous allons analyser la situation avec nos débatteurs et c'est juste après ceci. On fera le débat avec Donkla Mabalo, qu'on ne présente plus, directeur de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin. Également présent pour ce débat, Joël Yetondi, journaliste à Sika TV. Merci à vous d'être sur ce plateau. Alors, le président Macky Sall a prêté serment de respecter la Constitution, une Constitution qui prévoit un septennat. Il décide de le réduire en quinquennat, en plein mandat. Comment appréciez-vous la chose, Joël Yetondi? Pour l'appréciation, comme tant d'autres démocrates, j'applaudis. Vous l'avez dit en introduction, sur un continent où la règle est de s'éterniser au pouvoir, d'aller au-delà des mandats que les tests même ont prévu et que Macky Sall fasse l'annonce qu'il a eu à faire en son temps, cela on ne peut que l'applaudir. Maintenant, pour le débat qui se fait aujourd'hui, ça reste un autre débat. Mais quant à la question à moi posée tout de suite, je continue d'applaudir l'annonce qui hier a été faite. Donc là, je ne sais pas personnellement ce qu'il faut applaudir là. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut applaudir. Je suis d'accord avec vous que Macky Sall est en train de respecter une promesse électorale. Il a promis, lorsqu'il voulait solliciter le suffrage des Sénégalais, il a promis, n'est-ce pas, de ramener son mandat de 7 à 5 ans. Donc il tient une promesse électorale. Mais moi je pense que lorsque vous avez prêté serment sur une constitution, ou sur n'importe quel document qui vous donne la possibilité de faire un mandat de 7 ans, vous devez aller jusqu'au bout de votre mandat. Pour moi, c'est une question logique. C'est même un contrat de confiance entre vos électeurs et vous-même. Donc vous devez aller au bout
des 7 ans que la Constitution a prévu. Maintenant, après le premier mandat, si vous décidez de ramener votre mandat à une durée moindre, peut-être pour le nouveau mandat que vous sollicitez, vous pouvez dire, maintenant, je ne veux plus faire 7 ans, je veux faire 5 ans. Je pense qu'à l'époque, Macky Sall avait fait une promesse électorale ou électoraliste, si vous préférez, et je suis sûr que même si on va au bout du référendum, il y aura un non. C'est un non qui va sanctionner ce référendum-là. Mais Macky Sall aura au moins la possibilité de dire j'ai eu la volonté de respecter ma promesse électorale, mais les Sénégalais en ont décidé autrement. Voyez-vous, c'est le commentaire que je fais, parce que quand je remarque qu'au sein de son parti politique, les gens ne sont pas d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas consulté les siens avant de prendre cette décision. Le porte-parole du gouvernement n'est pas d'accord. Le vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, Macky Sall a eu une volonté qu'il a exprimée, mais je suis sûr, moi, personnellement, qu'il fera les 7 ans au niveau du gouvernement sénégalais. Alors, donc, s'il vous plaît, ce qu'il faut souligner et saluer, c'est quoi? C'est l'idée. Et la Constitution a été claire. C'est peut-être l'autre pan de sa promesse qu'il faut revoir. La Constitution a été claire en son article 27 qui dit la durée du mandat du président de la République est de 7 ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire, ce que Macky Sall veut faire. Donc, il est dans la logique des textes de loi. Maintenant, le second point où il dit que cela va s'appliquer à moi pendant mon mandat, c'est ça peut-être qui pose problème. Mais le tollé qu'on observe aujourd'hui au sein de son propre parti, ça ne s'explique pas. Les gens disent qu'ils ne comprennent pas que le peuple sénégalais n'a pas besoin qu'on réduise le mandat. Mais je dis non. Qu'est-ce que les gens nous chantent là? S'ils sont d'une autre époque, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux. C'est fini ça. On ne peut pas continuer à rester s'éterniser au pouvoir. Ce qui est à saluer, je dis une fois encore, dans la démarche de Macky Sall, c'est l'idée ingénieuse de réduire le mandat à un quinquennat. Et c'est faisable. Comme il a dit dans le second bout de son intervention, il peut l'appliquer à son second mandat. Mais il faut pouvoir le faire. Maintenant, ce qui se fait aujourd'hui dans son propre camp, est-ce que Macky Sall a consulté sa base? Ça, c'est une autre question. Parce que je dis, on doit consulter sa base, ça c'est clair. Si vous êtes démocrate, vous devez consulter votre base. Il est en plus le président du parti. Mais ce que moi je vois une autre lecture de la chose, c'est deux choses. Si vous êtes chef de parti, vous devez discipliner votre troupe. Ça ne s'entend pas. Que Macky Sall ait dit ce qu'il a dit là, qui est de ces réactions-là, c'est deux choses. Soit il ne sait pas conduire sa troupe, et là j'en doute, ou bien c'est un autre jeu qu'on est en train de faire. Alors, et ce n'est pas allez-y, donc là. Je crédibilise beaucoup plus la thèse de jeu, parce que je ne sais pas en quoi cette idée est géniale. Moi, je ne sais pas. Vous avez sollicité... Attendez, je vous ai écouté religieusement. Pendant que d'autres chefs d'État veulent s'éterniser, lui, il veut réduire son mandat quand même. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il a été élu pour un mandat. Il a sollicité... Donc là, on ne se comprend pas. J'ai dit, 7 ans, il peut finir son mandat. Laissons donc là aller au bout de ces idées. Il a sollicité le suffrage des Sénégalais pour 7 ans. Pour moi, il doit aller au bout de son mandat. C'est une question de confiance entre le peuple sénégalais. Encore que le Sénégal n'a aucun problème. Macky Sall lui-même, visiblement, je l'avais déjà dit sur ce plateau, n'a aucun problème de santé. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller au bout des 7 ans? Moi, je n'arrive pas à comprendre la pertinence de cette réforme. C'est vrai que la Constitution a prévu, vous avez dit l'article 27, que cette disposition peut être révisée par voie référendaire. Mais ce n'est pas tout ce qu'une Constitution a prévu qu'on fait. Qu'est-ce qui oblige Macky Sall à aller sur ce terrain-là? Rien du tout. Moi, je pense que, honnêtement, c'est une opération de charme. Macky Sall a envie de montrer aux Sénégalais qu'il a fait une promesse électorale qu'il veut tenir. Maintenant, les contingences autour l'amènent à ne pas pouvoir tenir, parce que quand il fait un référendum et que le peuple sénégalais dit non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait les 7 ans et le peuple sénégalais dira non. Si vous voulez, on prend date. Et moi, je pense que honnêtement, ce n'est pas un débat qui avance au Sénégal. Je suis d'accord que l'homme achève son mandat. Je sais pas, il faut qu'on se comprenne. Je suis d'accord qu'il fasse ses 7 ans. Mais je suis pour qu'il œuvre à ce que l'on réduise les 7 ans en 5 ans. C'est ce que je dis. Alors, je ne dis pas que, puisque la Constitution a prévu que le président élu fasse 7 ans, je ne dis pas qu'il fasse le contraire. Non, c'est de cela que je parle. Moi, les réactions que j'ai vues, non, je dis, on peut lui reprocher sur ce pan-là. Mais ce que nous entendons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens disent, le peuple sénégalais n'a pas besoin de ça. Pourquoi réduire? C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a entendu, même du camp de l'APR. Et je dis, là, ça ne fait pas bien. Le porte-parole du gouvernement, attendez s'il vous plaît, le porte-parole du gouvernement sénégalais, c'est un avocat. Et il a dit que ça peut poser un problème de droit.
un problème juridique. Alors, rebondissons sur la question de droit. Est-ce que vous percevez la chose comme le fait de réduire le mandat en cours comme une entorse à la Constitution? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que la Constitution, vous l'avez dit, en son article 27, a prévu la possibilité par voie référendaire de ramener le mandat de 7 ans à 5 ans. Mais s'il le fait, Macky Sall, c'est que ça pose un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2016, on organise des élections. Et il sera candidat à ces élections-là. Donc, il peut avoir eu d'abord son premier mandat de 5 ans. Ensuite, il est candidat. Il aura un autre mandat de 5 ans. Et si, avec la loi référendaire, ça induisait, par exemple, une révision de la Constitution, ce que je ne pense pas, ça veut dire que Macky Sall peut encore avoir un autre mandat de 5 ans. Donc, finalement, vous le retrouvez avec 15 ans au pouvoir. C'est possible. C'est pour ça que je dis, les hommes politiques africains sont toujours dans les calculs, mais pas africains, sur le plan mondial. Les hommes politiques sont toujours en train de faire des calculs et moi, je ne leur décerne pas un blanc-seing systématique. Maintenant, sur les problèmes juridiques, oui, parce que de toutes les façons, ça va amener le Sénégal à organiser des élections en 2016, en 2017, en 2019. Mais écoutez, dites-moi la vérité, Joël. Oui. Est-ce que le Sénégal a besoin de ça? Est-ce que le peuple sénégalais a besoin de ça? Macky Sall aurait simplement fait de finir son mandat de 7 ans et de solliciter un autre suffrage. Maintenant, après les 7 ans, il peut faire son référendum et ramener à 5 ans. Et lui, il fait un autre mandat de 5 ans. C'est aussi simple que ça. Parce que l'option de Macky Sall crée plus de problèmes au Sénégal qu'il n'en résout. Moi, je ne trouve pas. Hein. Je ne sais pas là où se trouve le problème que ça crée au Sénégal. Les dispositions sont en place. Qu'on veille, on a des juristes de haut rang, qu'on veille à ce que les tests soient appliqués. C'est tout. Point barre. Maintenant, le problème qu'on soulève aujourd'hui, moi, je le vois autrement et ce serait bien dommage. Parce que Macky Sall, en faisant de ce thème son thème de campagne et un argument phare, avait certainement pensé à ça. Et tout cela était autour de lui. Et tout cela ont applaudi en son temps. Aujourd'hui, on observe que Macky Sall, dans son propre camp, les gens donnent de la voix pour fustiger cette option. Et Macky Sall ne dit rien. Ça rime à deux choses. Oui, mais Joël Yeton dit, au Sénégal, en réalité, la durée de mandat ne doit pas poser problème. Quand on se réfère à l'histoire du pays, tous les présidents ont connu des septennats, à part Wade, qui est venu modifier à 5 ans avant de revenir à 7 ans. Est-ce que c'est vraiment opportun? Est-ce que c'est, au vu de tout ce qui a réglé le Sénégal aujourd'hui, est-ce que c'est avec ces débats-là, s'il vous plaît. Quel mal y a-t-il à pas faire l'existant? Non? Il n'y a aucun mal à pas faire l'existant. Tant que vous avez la possibilité de montrer la voie, faites-le lui. L'histoire retiendra votre nom. Ce n'est pas que pour vous. Il s'agit aujourd'hui, nous sommes, disons-nous, dans un village planétaire. Donc il s'agit d'une cause commune. Si ça ne pose pas de problème, il faut y aller. Mais plutôt ce qui se passe aujourd'hui, pour qu'on ne nous distrait pas autour de l'essentiel, c'est la façon dont ça se passe. Que les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord, on peut comprendre. Mais que ça vienne de son propre camp, tous ceux-là qui l'ont soutenu hier, qui ont applaudi pendant qu'ils tenaient ce discours, il faut qu'on réfléchisse, qu'on se demande à quoi l'on est en train de jouer. Est-ce qu'on n'est pas véritablement en train de jouer à un autre jeu? Je répète et j'insiste là-dessus, le fait qu'on dise non, ce n'est pas la peine de le faire, ce n'est pas le fondamental aujourd'hui. Le fondamental aujourd'hui, c'est qu'il y ait tant de voix discordantes pour dire ça, ce n'est pas possible dans son propre camp. Et il se trouve, je répète encore, Macky Sall ne dit rien. Est-ce qu'il est un général qui est incapable de discipliner sa troupe? Je ne pense pas. Il ne serait jamais arrivé là. Alors, s'il n'est pas incapable de discipliner sa troupe et que sa troupe donne de la voix et qu'il ne dit rien, est-ce qu'il n'y a pas un complot contre On va y revenir. Donc là, non, attention. Je veux dire une chose fondamentale. La conquête du pouvoir et la gestion du pouvoir sont deux réalités différentes. Je comprends, Joël, je vous souhaite de prendre le pouvoir un jour. Merci. Et d'être dans l'exercice du pouvoir. Merci, pour comprendre que s'il n'y a aucune situation exceptionnelle, que vous vous leviez et que vous décidiez de réduire votre mandat de 7 à 5. C'est ridicule, à la limite. C'est ridicule. Et c'est ça que ceux qui sont dans la gestion du pouvoir au Sénégal, notamment le porte-parole du gouvernement et le vice-président de l'Assemblée, c'est ça qu'ils ont voulu rappeler au président Macky Sall. Vous pensez qu'un porte-parole d'un gouvernement peut se donner le droit de se lever et de dire ce qu'il a dit là, sans que le président et c'est ce que je dis. ne soit au courant? Donc Macky Sall est là tranquille et il envoie les gens dire le fond de sa pensée. Et ça ne doit pas rester Nous allons revenir là-dessus. Le peuple sénégalais ne sera pas d'accord qu'il parte du pouvoir avant la fin de ses 7 ans. C'est clair ça. Donc le reste là,
c'est de la masturbation intellectuelle. Nous allons y revenir, nous allons retrouver la suite de ce débat dans la troisième partie de ce magazine d'information. En attendant, restez avec nous dans quelques instants la deuxième partie de Sika Infomag, une tranche exclusivement consacrée à l'économie. C'est donc le moment de suivre le journal de l'économie, une présentation de Inès Arwansou. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tour du monde de l'actualité économique. Voici le sommaire. Les devises étrangères sont utilisées de façon abusive au Nigeria. C'est un constat de la Banque fédérale nigériane. Les défilés anti-austérité se multiplient en France. Des milliers de personnes étaient dans les rues jeudi pour dénoncer la politique du gouvernement français. Enfin, les cultivateurs de pommes luttent pour leur survie en Moldavie suite à l'embargo russe. Et pour ouvrir ce journal, rendons-nous tout d'abord en Algérie, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. C'est à travers cette compilation signée Génial Afouda. En Algérie, le cadre juridique régissant le fonctionnement de la bourse d'Alger devrait être révisé avant la fin 2015. Ceci dans le but d'y introduire des mesures visant à inciter les entreprises à rejoindre le marché boursier. Cette réforme prévoit des allègements fiscaux pour les sociétés voulant rejoindre la cote de la bourse d'Alger ainsi que la prise en charge d'une partie des frais de leur introduction. Les modifications porteront également sur la densification du contrôle, l'obligation d'information sur les performances des sociétés cotées et le durcissement des sanctions pour le non-respect de la réglementation. Au Bénin, près de 80% des emplois et des entreprises ne sont pas déclarés. La croissance est en hausse, l'inflation en baisse, les infrastructures se développent. Pourtant, le secteur privé stagne et la pauvreté s'aggrave. En cause, le secteur informel qui plombe les résultats économiques. En 2014, le produit intérieur brut a connu une croissance de plus de 5,5% contre 2,5% en 2010. Les prix à la consommation reculent grâce à de bonnes récoltes et à la chute des cours du pétrole. L'inflation était inférieure à 1,7% l'an dernier et devrait se maintenir sous la barre des 3% en 2015. La société de distribution des eaux de la Côte d'Ivoire a vu son résultat net progresser en 2014 pour atteindre 3,1 milliards de francs CFA contre seulement 2,4 milliards de francs CFA en 2013. L'entreprise a obtenu ses performances grâce à une belle progression des revenus des services rendus et travaux effectués qui sont passés de près de 30 milliards de francs CFA à 35,2 milliards de francs CFA d'un côté. Parallèlement, la SODECI est parvenue à maîtriser ses coûts d'exploitation qui n'ont été sur la période que de 83,2 milliards de francs CFA contre 101,1 milliards de francs CFA en 2013. L'entreprise a décidé de distribuer un dividende global de 3 milliards de francs CFA en hausse comparé à 2,3 milliards de francs CFA distribués pour l'exercice 2013. Sur le marché financier de l'UEMOA où l'entreprise est cotée, son titre a toutefois reculé de 4%, cumulant ainsi un recul de 31% depuis le début de l'année. Au Cameroun, la société Fafensa envisage de se lancer dans le tricotage et la confection. Elle exerce depuis plus de 2 décennies dans la filature du coton pour la production du fil à tricoter, vendu sur le marché camerounais et les pays de la CEMAC. L'entreprise vient de consentir d'importants investissements dans l'acquisition des machines destinées au tricotage et la confection, en vue de produire de la layette pour bébés, un marché actuellement détenu par les importations chinoises. Fafensa, qui produit annuellement 240 tonnes de fil à tricoter et revendique un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de francs CFA par an, envisage non seulement de diversifier la production, mais aussi d'accroître de 15% ses ventes sur le territoire camerounais sur le moyen terme et d'augmenter ses exportations de 30 à 60% dans les pays de la zone CEMAC.
Au Nigeria, l'usage abusif des devises étrangères a des conséquences fâcheuses sur la monnaie locale, le naira. Face à cette situation, la Banque fédérale nigériane invite les citoyens nigérians à éviter d'utiliser ces devises étrangères dans leurs différentes transactions. Plus de précisions dans ce reportage signé de notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. La Banque fédérale nigériane, CBN, a prévenu les concitoyens de ce pays le plus peuplé de l'Afrique d'éviter d'utiliser les devises étrangères dans leurs différentes transactions à l'intérieur de ce pays. La Banque fédérale ayant constaté l'usage abusif des devises étrangères telles le dollar américain, ce qui est d'ailleurs contraire aux règles de ce pays, risque de porter un coup à son économie. Le Nigeria, première puissance économique de l'Afrique, peine à sortir de cette descente depuis quelques mois qui a vu la devise de ce pays, le naira, chuter. Ce qui n'est pas sans conséquence sur certains secteurs clés de la vie, tels le transport avec la flambée du prix du carburant à la pompe. Youssouf Tiarili, vice-président des cambistes à l'aéroport international Murtala Mohamed de Lagos. Le Nigeria joue un rôle important dans l'économie de la sous-région et ce qui nous arrive aujourd'hui était prévisible. L'État ne nous aide plus et à des moments donnés, les autorités préfèrent donner le marché à des proches. Et vous savez, la corruption est présente. Il n'y a pas question de Dieu ou mon frère dans les affaires au Nigeria. Beaucoup parmi nous préfèrent aller dans le black market. Direction maintenant la France. 4 syndicats ont initié jeudi un grand défilé national à Paris pour dire stop à l'austérité et au blocage des salaires. Ce grand défilé fait suite à d'autres manifestations qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes en région dans la matinée de ce même jeudi. Grand défilé ce jeudi après-midi à Paris. À l'appel de 4 syndicats, plusieurs milliers de personnes ont battu le macadam de la place d'Italie en direction des Invalides. Leur mot d'ordre, dire stop à l'austérité et plaider pour des politiques alternatives à celles du gouvernement français et du MEDEF. Aussi, les manifestants réclament-ils une révalorisation des salaires, la réduction du temps de travail, le développement de l'emploi et la protection sociale. Dans la matinée de ce jeudi, des dizaines d'autres grands défilés ont été notés en région. À Toulouse, 8000 personnes étaient dans les rues, contre 5000 à Rouen, 3000 à Nantes et 2000 à Tours, selon les organisateurs. Direction maintenant la Moldavie, où les fermiers qui sont frappés par l'embargo russe luttent pour survivre. Dans ce ex-pays d'Union soviétique considéré comme le plus pauvre du continent européen, eh bien, les cultivateurs de pommes sont particulièrement atteints par l'interdiction venue de l'Est. Konstantin Fokulitsa produit des pommes et aujourd'hui cet agriculteur moldave s'inquiète. Presque toute sa production était destinée au marché russe. Mais en juillet, Moscou a imposé un embargo sur les importations de fruits et de conserves moldaves. Une sanction contre la Moldavie, coupable aux yeux de la Russie d'avoir signé un accord d'association avec l'Union européenne. On s'est retrouvés du jour au lendemain avec la récolte dans les champs, soumis à l'embargo. On a dû chercher des nouveaux marchés, se faire de nouvelles connexions, et cela a pris du temps et a beaucoup pesé sur les prix. Pour Constantine, les revenus ont l'année dernière à peine couvert ses dépenses. Pour l'ensemble de la Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, essentiellement agricole, les pertes provoquées par l'embargo ont été de 145 millions de dollars, aux frais essentiellement des horticulteurs. Une catastrophe qui s'est doublée d'une dévaluation de 30% environ de la monnaie locale. Alors les fermiers sont descendus dans la rue par milliers pour réclamer un doublement des subventions agricoles. Les producteurs de pommes sont désorientés. Ils ne savent pas quoi faire. Le marché européen s'ouvre difficilement. Puis, ce qui cause problème, c'est le fait que la majorité des variétés de pommiers ont été plantées pour la Russie et ne sont pas connues en Europe. Pour certains producteurs, l'accord de libre-échange avec l'UE, en vigueur depuis septembre, a ouvert une porte. Mais elle reste étroite.
Sur une production annuelle de près de 400 000 tonnes de pommes, la Moldavie en a exporté 1% vers l'UE, alors qu'elle vendait la moitié de ses récoltes à la Russie. Mais pour les autorités moldaves, il faut voir plus loin, avec en perspective la fin d'une longue dépendance vis-à-vis du marché russe, très instable. L'effet à moyen et long terme sera positif sur l'agriculture et l'économie moldave, car nous avons appris à investir plus dans la qualité des produits. Chișinău peut aussi compter sur une aide financière de l'UE. Une enveloppe de 64 millions d'euros destinée au développement de l'agriculture qui devrait apporter une graine d'espoir aux fermiers moldaves. Une petite transition et nous allons décortiquer la une du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin, un quotidien qui s'intéresse aujourd'hui à la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey. Bien évidemment, ce sera avec mon confrère Casimir Pédio. Bonjour. Bonjour. Alors, le Bénin et le Niger viennent de finaliser avec leur partenaire technique et financier Vincent Bolloré dans ce projet donc de ligne ferroviaire Cotonou-Niamey. C'est bien ça. L'accord a eu lieu le mardi dernier à la grande satisfaction des deux pays, le Bénin et le Niger, bien évidemment. Le gouvernement béninois a été représenté par le ministre du Développement, de l'analyse économique et de la prospective, Marcel de Souza. Il était de l'autre côté à Niamey, où le principal partenaire, qui est le groupe Bolloré, a été représenté par son PDG, Vincent Bolloré. Ils ont apposé leur scientifique enfin sur ce document-là, et puis désormais, l'accord est signé, et d'ici la moitié de 2016, c'est-à-dire dans un an ou plus tard, le train doit pouvoir circuler entre Cotonou et Niamey. À combien justement s'élève cet accord qui vient d'être signé? Cet accord s'élève à environ 700 milliards de francs CFA, soit environ 1,7 milliard d'euros. Et l'aboutissement d'un long processus entre les trois partenaires, si j'ose parler ainsi, à savoir le Bénin, le Niger et le groupe Bolloré. Et quels sont les avantages de cet accord? Oui, il faut dire déjà que les rails vont à nouveau circuler au niveau des deux pays, ce qui permettra une certaine fluidité dans le transport. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 10 ans ou 15 ans pratiquement, le Bénin a des difficultés en termes de transport parce que les rails ont des difficultés, le train ne circule plus et donc ça a posé beaucoup de problèmes à l'économie nationale. Les infrastructures routières ont eu de sérieux problèmes au Bénin et actuellement ce n'est pas du tout la lune de miel au niveau du transport, donc bientôt les rails seront remis à l'endroit et c'est pour la satisfaction à la fois de l'État et aussi des opérateurs économiques qui pourront désormais faire mieux leurs affaires à travers les rails. Alors que devient l'accord signé entre le Béninois Samuel Dossou et l'État béninois dans le cadre de ce même projet? Il faut dire que le nouveau vocabulaire qu'on entend désormais de ces trois partenaires-là, c'est Béni Rail. Béni pour dire Bénin, Niger, Rail. Et donc, progressivement, l'OCBN est en train de disparaître de cet accord parce que, entre-temps, le Bénin, avec son partenaire qu'est Samuel Dossou, ont signé un accord qui aujourd'hui a posé trop de problèmes à ce partenariat-là. Et donc, progressivement, les deux États ont trouvé un consensus pour ne serait-ce que contourner. Et c'est vraiment dommage parce que jusqu'à présent, l'affaire est pendant devant la justice. C'est vraiment dommage qu'on puisse contourner cette difficulté-là facilement comme ça et qu'on aille vers une autre société parce que bien avant la signature de cet accord le mardi, les trois parties, si j'ose parler ainsi, se sont retrouvés au Palais des Congrès de Niamey pour finaliser les deux sociétés qui vont diriger désormais cet accord-là, à savoir la société Béni Infrastructure et Béni Exploitation. Donc c'est désormais ces deux sociétés qui auront la charge de l'exploitation et de la mise à disposition des matériels dans le cadre de cet accord. Donc l'OCBN, à savoir l'Organisation Commune Bénin-Niger, est en train de disparaître
progressivement de cet accord-là. On ne sait pas encore ce que cela sera dans les tout prochains jours parce que l'opérateur économique Samuel Dossou est toujours aux aguets et certainement va réagir d'un instant à l'autre pour se faire entendre parce qu'on a vu dans l'évolution de ce conflit-là, on l'a vu, il a porté l'affaire devant les juridictions communautaires et on attend toujours voir ce que cela va donner. Merci beaucoup Samuel. J'ai dit Samuel. Merci beaucoup Casimir Pédian pour toutes ces explications. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre journal de l'économie. Merci. Nous sommes de retour dans le débat du jour consacré au Sénégal. Le Sénégal où le président Macky Sall compte changer son septennat en quinquennat. Un choix qui ne fait pas l'unanimité même au sein de sa famille politique, au point où on se demande si le chef de l'État pourrait finalement honorer sa promesse. On en parlait dans la première partie du débat. Nous allons donc retrouver la deuxième partie et ce sera juste après le flash d'information. Marie-Odette Lorouillon, l'influente responsable des femmes du FPI arrêtée pour trouble à l'ordre public, a été libérée jeudi après 6 jours de détention. L'arrestation de Marie-Odette Lorouillon, numéro 2 des femmes du FPI après Simone Bagbo, est liée au conflit fratricide qui déchire le FPI. Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a demandé jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies d'accentuer la pression sur les rebelles du nord du Mali qui font toujours barrage à l'accord de paix d'Alger. Il a notamment invité le Conseil à adopter des sanctions si cela est nécessaire. Les Somaliens vivant au Kenya sont également victimes de la fermeture par les autorités kenyanes des compagnies de transfert d'argent. En l'absence de système bancaire en Somalie, ces transferts sont le seul moyen pour les Somaliens de recevoir l'aide financière de leurs proches à l'étranger. Donc Claba Balo, directeur de Radio Soleil FM à Cotonou, et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV, sont toujours avec nous pour la suite du débat. Alors donc là, voilà une initiative qui suscite des voix discordantes au sein de l'APR. Qu'est-ce qui peut justifier de telles réactions au sein même du parti au pouvoir, alors qu'on sait que ça a été une promesse électorale pendant que Macky Sall se faisait élire? Oui, mais c'était une promesse de Macky Sall, promesse électorale, vous l'avez dit. Et chez nous en Afrique, pour la plupart du temps, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Un acteur politique béninois l'a dit clairement, même si aujourd'hui cela suscite aussi beaucoup de débats. Vous savez, les gens sont déjà dans la gestion du pouvoir. Et c'est ce que j'expliquais à mon collègue tout à l'heure. Lorsque vous voulez conquérir le pouvoir, il y a des réalités qui existent. Mais lorsque vous avez conquis le pouvoir et que vous êtes dans l'exercice du pouvoir, il y a d'autres réalités. Et ceux qui sont proches du président Macky Sall ne sont pas prêts à écourter leur jouissance du pouvoir. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Ils ont été élus pour 7 ans. Le président décide, et j'ai la faiblesse de croire ou de penser que cette décision est unilatérale de Macky Sall. Donc le président décide d'écourter son mandat. Ne vous attendez pas à ce que ceux qui sont autour du président puissent être d'accord avec lui. Et lorsque je parlais d'implications juridiques, par exemple, si l'opposition sénégalaise fonctionne très bien, elle peut dire que nous sommes dans le cas de figure d'une démission du président. D'une démission, parce que le président n'a aucun problème, le Sénégal se porte bien en tout cas. Et si l'opposition amène la preuve qu'il s'agit d'une démission du président Macky Sall, on est obligé maintenant de remonter dans la Constitution pour voir ce qui est prévu en cas de démission du président de la République. Donc ça pose d'autres problèmes juridiques. Et moi je pense que le président sénégalais a déjà manifesté sa volonté de respecter une promesse électorale, qu'il s'en arrête là. Parce que ce n'est pas une décision unilatérale, ce n'est pas une décision discrétionnaire, il va aller à un référendum. Ça veut dire quoi? Que le peuple va s'exprimer. Et je vous ai dit, le peuple dira non. Et si le peuple dit non, le président pourrait revenir après, dire j'ai voulu. De quel facteur vous disposez pour savoir que le peuple va dire non? Non, attendez, écoutez. D'abord, il faut de l'argent pour réaliser le référendum. Quand on va au référendum, c'est oui ou non. La question fondamentale, c'est quoi? Voulez-vous que le président écourte son mandat, oui ou non? Vous pensez que les Sénégalais vont dire oui? Vous pensez que le peuple sénégalais en majorité va dire oui? Macky Sall lui-même sait que c'est non. Et vous allez voir, si vous voulez, nous allons prendre date. Nous sommes dans les analyses politiques. On peut ne pas voir
la certitude, mais je pense que ça va se passer comme ça. Le président Macky Sall, au bout du rouleau, fera les 7 ans. Joël Yeton-Di, qu'est-ce qui peut justifier les voix discordantes au sein de l'APR? Ça se comprend, c'est vrai, il y en a qui ne peuvent pas comprendre que, alors qu'ils ont vraiment de beaux jours devant eux, que très rapidement on leur coupe le biberon. Sur le pied. Mais malheureusement, il faut y aller. C'est dommage parce qu'on ne peut pas continuer à réfléchir de la sorte, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, leur jouissance. C'est vrai, c'est des tristes réalités que nous vivons, mais il faut pouvoir changer la donne. On ne peut pas continuer comme ça. Et on ne peut pas oublier non plus les conditions dans lesquelles Macky Sall a été porté à la tête de ce pays-là. Ce qui l'a fait porter, si ça paraît banal, mais c'était quand même important, il s'agit du non-respect de la parole donnée. Abdoulaye Wade, qui hier a dit, quand je vais finir mes 2 mandats, je prends mes clics et clac, je m'en vais. Mais qui à un moment donné dit, mais non, franchement, il me reste encore des chantiers qu'il va falloir que j'achève, donc il me faut un 3e mandat. C'est comme ça on a eu des protestations, des groupes se sont constitués, dont Macky Sall, qui s'est retiré, qui ne se retrouve plus vraiment dans les idéaux, les principes de l'homme qu'il avait côtoyé, adulé hier. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, direz-vous, mais il s'agit quand même d'une promesse. Il va falloir la tenir. Et c'est en cela que je dis, est-ce que Macky Sall n'est pas en train de se moquer carrément du peuple sénégalais? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui finalement prend d'autres facettes à travers ses partisans? Justement, j'allais te poser la question. Est-ce que ça peut être interprété comme une manœuvre ourdie par tout l'appareil d'État pour quand même je dis c'est trop facile. Faire demi-tour? Je dis c'est trop facile. Macky Sall, il faut observer qui a pu avoir l'assentiment de tout cela qui l'entoure pour être là où il est aujourd'hui. Son parti n'a pas de problème outre mesure à ce qu'on sache, pour qu'aujourd'hui il y ait tant de voix discordantes et que lui-même, dans son petit coin, c'est quoi, il prend du recul pour bien bondir? Non, le linge sale se lave en famille. Il peut tout au moins, à supposer qu'il s'est trompé, en lâchant le mot. Comme ça, il faut qu'on aille au référendum en mai 2016. On va demander au peuple sénégalais de prendre la décision. Mais après ça, c'est sûr, s'il ne l'avait pas fait avant de le faire devant micros et caméras, c'est sûr qu'il peut rapidement se rebiffer et voir les signes et dire, bon, c'est passé, vous m'excusez, j'aurais pu vous consulter et ensuite trouver la stratégie. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Les gens se lèvent ou bien torbis, disent, on s'oppose. Et lui, il ne dit rien. Moi, je dis, ça cache tout au moins, on n'a pas encore la preuve, ça cache tout au moins une manœuvre pour après dire, je vous l'ai dit, j'ai voulu faire, et c'est les autres qui m'ont dit, si je fais, gare à moi, et ne voulant pas avoir d'autres opposants. Il y a déjà Abdoulaye Wade, son fils et autres qui sont farouchement opposés à ma personne. Je ne veux pas avoir d'autres opposants dans mon propre camp. Il y a l'émergence que je vous ai promis, l'émergence économique, qui est en de bonne voie. Je pense qu'il faut continuer, essayer de me comprendre. Après, non, c'est trop facile, et le peuple sénégalais doit rester vigilant. Cela, ça mérite d'être sanctionné. Alors, si éventuellement c'est là où il va la conduire. Est-ce que nous sommes en face de manœuvres méticuleusement ourdies par l'appareil d'État sénégalais pour faire demi-tour? De quelles sanctions vous parlez, Joël? Il va demander, vous le savez très bien, il demandera un second mandat. Et il aura le second mandat. Il demandera un second mandat. Il aura le second mandat. Il faut qu'on arrive, les gens, à être disciplinés. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne le dites pas. C'est trop facile. Donnez-moi un exemple d'homme politique dans le monde entier, je ne dis pas en Afrique seulement, dans le monde entier, un seul exemple d'homme politique à la quête du pouvoir ayant respecté tous ses engagements une fois le pouvoir obtenu. Non, on lui demande pas de respecter tous ses engagements. C'était donc l'engagement ferme. C'était l'engagement phare. C'est une question de parole donnée. Il faut la respecter. Oui, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas la preuve que Macky Sall ne respecte pas sa parole donnée, puisqu'il veut vraiment aller au référendum. Mais le problème, le vice ici, c'est quoi? C'est qu'il connaît la suite. C'est ça que je vous dis. C'est quoi la suite? La suite, c'est que le référendum aura lieu. Alors, qu'on dira non. Qu'il y aille et on verra. Qu'on dira non. Oui, mais que d'organiser ce qu'il est en train d'organiser là. Non, rien ne prouve que c'est lui qui organise ça. Vous savez, on peut également nous dire qu'au sein du parti de Macky Sall, il y a la démocratie. Et que chacun s'exprime comme il veut. C'est de l'indiscipline, donc là. Non. Mais nous sommes quand même en politique et dans un régime démocratique. Ah non, attendez, c'est le porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas le porte-parole de l'APR qui a parlé. Il est militant. Vous devez comprendre, donnez-moi une minute, vous devez comprendre. Il s'agit d'opinion ici. Il s'agit d'opinion. D'accord? Il s'agit d'opinion sur une question précise. Donc le porte-parole du gouvernement peut avoir son opinion. Nous ne sommes pas ici dans la gestion ou dans un compte rendu d'une gestion du pouvoir. Donc on peut dire qu'au sein du parti de Macky Sall, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent.
C'est ça le problème. Vous parlez comme un homme politique, là. Non, je ne parle pas comme un homme politique, mais Macky Sall peut dire que dans son parti, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est de savoir ce que le Sénégal gagne aujourd'hui dans cette réforme. Ça suscite beaucoup de débats. Et lorsqu'on fait ce débat-là, on laisse de côté les débats essentiels qui concernent le développement du Sénégal. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui est en train de faire des prouesses économiques, oui ou non? Oui, c'est à l'actif de Macky Sall. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui, sur le plan démocratique, est un exemple? On peut dire oui, c'est à l'actif de Macky Sall. Et le moment venu, Macky Sall va prendre tout ça pour solliciter un nouveau suffrage. Et encore ici, on dira, est-ce que Macky Sall a tenu sa promesse de ramener son mandat de 7 à 5 ans? Oui, il l'a fait parce qu'il a manifesté la volonté de le faire. Mais le peuple sénégalais a dit non, puisqu'il y a eu un référendum. Et le jeu est clos. Le jeu est clos, Joël. Nous sommes en politique et les gens ne font rien au hasard. C'est important que vous le reteniez. Donc moi, je pense que en réalité, les gens au sein du parti de Macky Sall, ça peut être, pour répondre à votre question, ça peut être un théâtre monté pour que le président puisse avoir bonne conscience et pour que dans le cœur et l'esprit des Sénégalais, il puisse toujours avoir sa place. C'est possible. Mais moi, l'Afrique a des problèmes plus sérieux que tous ces problèmes de mandat. Honnêtement, je le pense. Il y a eu 147 étudiants qu'on a tués au Kenya. Ce sont les réalités africaines. Il y a Boko Haram. Ce sont les réalités africaines. L'Afrique, l'Union africaine manque de forces d'intervention. Ce sont des réalités africaines. Et nous devons aller au-delà de ça. Si nous voulons être dans le concert des nations, nous devons développer l'économie africaine. Ce sont les vrais débats. Les débats de mandat, de toutes les façons, le pouvoir, ça passe. Mandat ou pas, il ne fera jamais l'éternité au pouvoir. Il partira un jour. Et pour moi, c'est le plus important. Oui, mais donc là, le chef d'État qui veut s'accrocher au pouvoir, c'est aussi des réalités africaines. Et Macky Sall qui veut réduire son mandat, c'est aussi une réalité africaine. Moi, je préfère combattre un président qui veut se maintenir au pouvoir plutôt qu'un président qui veut réduire son mandat. Parce que je pense que vouloir réduire le mandat, c'est une opération de charme. Mais pour ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, il faut les combattre. C'est tout. Pour moi, c'est pas la même chose. Oui, mais finalement, est-ce que l'opération de charme n'est pas aujourd'hui en train de devenir un os dur dans la gorge du chef de l'État sénégalais? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est nous, journalistes, qui faisons ce débat et qui pensons que c'est un os dur. Lui, il a sûrement son plan derrière la tête. Et comme je vous ai dit, il doit être droit dans ses bottes actuellement. Parce qu'au moins, il veut, lui, respecter sa promesse électorale. Mais ce sont les siens qui ne sont pas d'accord. Et le peuple sénégalais également finira par ne pas être d'accord. Donc, vous n'avez rien à reprocher à Macky Sall par rapport à ça. Moi, je pense qu'il est resté intègre. C'est tout. Joël? C'est en cela que je dis, non, je retiens, je sais ce qui est de la politique, je sais, j'ai les yeux ouverts, je vois ce qui se passe. Et c'est là, moi, je dis toute mon indignation. En tant que journaliste, la voix des sans-voix, parce que, justement, cette population, ce peuple, n'a pas souvent droit au chapitre pour dire, quelquefois, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Je dis, ce n'est pas possible qu'on continue de rouler de cette façon-là. Si vous donnez une parole, vous la respectez, vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous ne la faites pas. Malheureusement, s'il y a quelqu'un qui nous distrait aujourd'hui, excusez-moi, je dis que c'est Macky Sall. Macky Sall crée le débat, nous devons la faire. Macky Sall crée le débat, disais-je, nous devons le faire. Et Macky Sall nous amène à parler malheureusement à cet instant. Je dis c'est trop facile là que demain, il se met devant le peuple sénégalais. Et je pense que ce peuple trouvera la formule. Qui se met devant le peuple sénégalais pour dire, écoutez, chers Sénégalais, vous voyez, en s'entend, j'ai voulu. Et ce sont eux qui n'ont pas voulu. Non, je dis ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On est tranquille, comme vous l'avez dit, le Sénégal n'a pas de problème. Lui, il a pensé qu'il peut le créer, c'est original. Moi, je continue de le dire. Oui, le Sénégal n'a pas de problème. Mais c'est original qu'un chef, fut-il Macky Sall, que ce soit une première, qui veuille réduire son mandat. Et l'originalité, c'est quoi? Le constat est là. Quand les gens s'éternisent au pouvoir, ils sont finalement dans la routine. Et qu'est-ce qu'ils font? Un premier mandat, vous constatez très bien que ça réussit très bien. Mais quand la personne vient une seconde fois, c'est un autre problème. Et chez eux, c'est 7 ans, ils ramènent ça à 5. Je dis, c'est important de vouloir le faire. Mais quand vous savez que vous ne pouvez pas le faire, et que de tout temps, on a essayé d'abuser du peuple en disant des choses qu'on ne peut pas le faire. Et ce n'est pas qu'il y a eu d'autres projets plus importants. Il y a ce projet qui était un projet phare de campagne et ça a marché. Quand vous savez que vous ne pouvez pas, je trouve surtout la période choisie par Macky Sall. Il pouvait encore garder le calme. Je ne sais pas pourquoi il veut que nous polémiquions autour. Mais puisqu'il le veut, qu'on en discute fondamentalement et qu'on attire l'attention là-dessus, nous ne pouvons plus, sur le continent, cautionner ces genres de comportements. Si c'est le faire pour endormir ensuite les gens et se faire passer finalement pour un saint, je pense
que ce dernier doit être châtié du même bâton que ceux qui sont là à s'éterniser au pouvoir. C'est mon point de vue, c'est vrai. C'est trop tôt de le dire. Je dis, non, je ne dis pas encore la polémique. D'abord, c'est pas Macky Sall qui veut que nous polémiquions sur ça. Nous faisons, c'est pas lui du tout. Non, pas du tout. Il est tranquille. Macky Sall a jeté. Il est tranquille. Quand il crée le débat, il faut en discuter. Si nous ne le faisons pas, nous serons aussi demain coupable. Mais vous ne pouvez pas comparer la gestion de Macky Sall à celle d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, on ne compare même pas encore la gestion des deux hommes. A voulu se maintenir au pouvoir et on l'a débarqué par des voies légales. Mais Macky Sall a encore la possibilité de solliciter un nouveau mandat. C'est pas la même chose du tout. Non, je dis le dénominateur commun des deux hommes, c'est le respect de la parole de l'autre langue. Vous pouvez parler de la sociologie sénégalaise qui veut que on respecte la parole donnée. Mais jusqu'à présent, dites-moi, est-ce que Macky Sall, en décidant d'aller au référendum, n'a pas respecté sa parole donnée? Et c'est là, je dis, ça c'est une comédie, ça. Non, attendez. Non, c'est trop facile. On ne peut pas faire ça. C'est trop facile de dire que c'est Merci à vous. Merci à vous. Nous allons mettre un terme à ce débat. Nous allons partir. Oui, mais nous sommes au terme, malheureusement, au terme du temps qui nous est imparti. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci pour toutes vos explications, vos analyses. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de partir, suivons ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Voilà, ce sera tout pour Sika Infomag de ce jour. Merci pour votre attention. Surtout, restez avec nos programmes. Le meilleur reste à venir sur Sika.